T'as rien. Oh putain. Salut les petits artisans alcooliques, c'est Tao des Cités d'Orge. Vous l'aviez réclamé sur Discord, la voici. La vidéo finale de l'apprivoisement du Bruzilla 65 litres Gen 4. Après des débuts chaotiques dans la première vidéo, un léger regain d'espoir dans la deuxième, est-ce qu'on a enfin réussi à dompter la bête? La réponse à cette question et bien d'autres dans cette vidéo. Restez jusqu'au bout, car on aura même droit à quelques conseils bien sentis des gars de la BNB, les experts du Bruzilla en France. Enfin, d'après moi, hein. Pour ce qui est de la bière qu'on va brasser, on a profité d'une virée de Ludo avec ses potes d'armée à la Saint-Martin pour préparer une bière facile à boire pour l'événement. On a visé une pale ale un peu houblonnée type jaune citra, un peu comme d'hab quoi. Ça c'est mon classique, hein, facile à boire. Ah mais vous connaissez pas la Saint-Martin ? Comment vous expliquer ? Alors, ça se passe dans le Jura suisse, ça dure un week-end, et le concept c'est qu'il faut boire de l'alcool et manger du cochon sous toutes ses formes jusqu'à l'hospitalisation. Honnêtement, je crois que ça résume bien le truc. Donc, on perd pas plus de temps et on passe en mode POV pour découvrir cette journée de brassage en compagnie de Ludo, l'artiste derrière le nouveau logo des Cités d'Orge, qui devrait être finalisé d'ici quelques jours. Alors, on part sur cette petite journée de brassage tranquillou et on commence par le petit Noël avant l'heure, c'est-à-dire le déballage des trucs que j'ai commandés sur internet. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est le Hit Dish qui est une pièce supplémentaire qu'on peut acheter pour les Bruzilla. Malheureusement, là, il a déjà pris un petit coup, donc on va commencer par tenter de le redresser un petit peu. Ah, ça fait toujours plaisir quand on reçoit les pièces comme ça. Heureusement, mes skills de forgeron me permettront de régler ce petit problème. Et voilà le travail, c'est comme neuf. On va maintenant préparer le Bruzilla. Vous remarquerez la petite fermeture du robinet vite fait, ça c'est l'expérience. On sort déjà le panier qu'on va rincer un petit coup. Et on se lance sur l'installation du fameux Hit Dish. C'est un mois qu'il faut pour un peu le timing. Idéalement, ouais, mais. Bon, je vous ai pas fait un tuto, il y a genre une vis, donc j'imagine que ça va aller. Faire des économies. Mais bon, pour ceux qui veulent quand même une vidéo d'1 heure détaillée sur le processus complet, je suis prêt à le faire, pas de souci. On peut même faire un live si vous voulez. Ah ouais, c'est pour lequel. Bon, du coup, on l'installe pour voir si ça passe, parce qu'il y a l'espèce de petit écrou qui dépasse, et ça m'inquiète un peu, mais a priori, ça n'a pas l'air de poser problème. Je me permets une première petite intervention pour expliquer à quoi sert le Hit Dish. De base, le Bruzilla dispose d'un corps de chauffe qui recouvre une bonne partie du fond de la cuve, ce qui est cool. Sauf qu'évidemment, seule une partie du liquide se retrouve en contact avec ce corps de chauffe, puisqu'il arrive à la verticale et se fait directement aspirer au milieu sans avoir le temps de se réchauffer. Keglen se sont donc dit, on n'a qu'à empêcher le liquide de passer direct dans le trou d'aspiration en le forçant à faire un détour. Et en le forçant à faire un détour, on en profite pour le coller au corps de chauffe. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Et c'est génial. Bah oui. En fait, maintenant la vraie question c'est pourquoi c'est pas comme ça d'origine? Dans quel monde on préférait ne pas l'avoir en fait le Hit Dish? Aucune idée. Mais dans tous les cas, j'ai commandé la pièce en espérant que ça règle tous mes problèmes. Allez, on reprend. Je vous ai pas mis le son, mais là en gros je suis en train de faire des grandes théories avec ma bière à la main. Bière excellente au demeurant, si vous connaissez pas l'histoire, je vous mets la vidéo juste là à droite. Donc comme j'ai dit, les pièces sont propres, mais là je passe juste un petit coup d'eau pour enlever s'il y a une petite couche de poussière ou quoi que ce soit. Pareil pour le fond du panier, et d'ailleurs j'ai remarqué qu'il avait un sens, alors je sais pas du tout dans quel sens le mettre, généralement je le mets un peu au hasard, si quelqu'un sait, c'est très volontiers. Petit rinçage du Bruzilla également, comme ça on est vraiment tout propre. Puis on passe sur Brewphaser évidemment pour checker la recette et puis préparer les ingrédients. Une vidéo sur Brewphaser va aussi arriver bientôt, mais comme vous pouvez imaginer c'est pas méga fun à préparer, donc ça va prendre un peu de temps. Ouais, la procrastination, tout ça, vous connaissez j'imagine. Et là, on commence par le remplissage de la cuve en fonction du nombre de litrages que Brewphaser a conseillé. C'est toujours la première étape qu'il faut faire, comme ça peut chauffer pendant qu'on prépare le grain. La cuve est presque pleine, on va pouvoir passer au concassage. On a évidemment mesuré le litrage avant de mettre le panier. Et petite astuce, faut vraiment contrôler que le fond filtrant ne se mette pas de travers à ce moment-là. On passe maintenant au grain. On place la batterie dans l'outil numéro 1 du brasseur amateur, la perceuse. Et puis comme on se rappelle, il faut toujours concasser dehors, parce que sinon ça fout de la poussière partout.
Une petite pince pour maintenir le bouton, et puis on est parti. Vous vous rappelez de mon astuce pour ouvrir un pack de grains en tirant simplement sur un petit fil? Bah là je vous présente la version quand ça fonctionne pas. Je tente avec un deuxième mais on sait très bien comment ça va finir. Allez, dernière chance en essayant de l'autre côté. Puis voilà, la manière forte quoi. Seule option qui nous restait. En plus c'est grave la merde parce que ça fait des espèces de confettis de plastique partout là, oh là là. Bon puis évidemment je l'ai pas ouvert assez grand, puis ça me faisait chier de continuer à essayer de couper là-dedans, enfin bref. Ludo donne tout ce qu'il a, il veut prouver qu'il mérite d'être là. Je sais que la mise au point sur cette caméra va pas être parfaite, mais ça permet juste de voir un petit peu le concassage. A priori on est vraiment pas mal, chaque grain est cassé entre 3 et 4 fois. Ludo veut absolument attendre que les 3 grains qui sont en train de sauter dans tous les sens finissent. Et en attendant les quelques degrés qui manquent, on se met à la correction de l'eau maintenant. Si vous n'avez pas ce genre de petite cuillère, franchement je vous conseille, c'est pas mal. À part ça, je mettrai bien sûr la recette dans la description de la vidéo, comme ça, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez la faire aussi. Tu veux la remettre vers le moteur ou bien? Je vais la remettre vers le moteur. L'acide lactique, ça sert à... Ouvrir les levures. C'est la classe. On sort le deuxième thermomètre qui permettra de connaître la température au cœur de la mèche. Vu que c'est Kegland et bien évidemment que c'est en option, mais bon. Je dirais quand même que c'est un peu un must-have. Et avant que j'oublie, je vais préparer maintenant l'eau de rinçage qui va se trouver dans une cuve qui elle sera chauffée au gaz. C'est le bidon de gaz. Tu vas les voir dès que tu sors. Ils sont des deux côtés, puis t'en prends un. On se rappelle tous, un tuyau, une pince. Voilà, on n'est jamais assez prudent. On va chauffer l'eau qui est là. Là je sors ma règle pour à peu près compter le nombre de litres qu'il faudrait. Et dans ces cuves Polsinelli, j'en mets toujours un peu plus parce que c'est difficile d'avoir le fond. Ok. Putain. Et un de terre soit garant en fait de notre démarche. Ok. Donc c'est comme ça qu'on a fait. Moi. En parallèle, on prépare le gaz et puis on va pouvoir commencer tout ça. Bon puis c'est pas tout ça, mais il fait soif ici. Hein. Pour faire de la bière, il faut devenir de la bière. Contrôle visuel de la température de l'eau. Et on se prépare pour le début de l'empâtage. La théorie voudrait qu'on verse le grain gentiment et qu'on touille en même temps, pour essayer de le mouiller le plus vite possible de manière homogène. Sauf que je suis en retard, mais je vais le faire là tout de suite. Et c'est parti. Au vu de la situation, je commence à me demander si j'ai pas fait une erreur de calcul vis-à-vis du grain. Parce que ça a l'air vraiment sec là. En plus, Ludo continue à en rajouter. Ça me donne un peu une vibe de sable mouvant, je sais pas vous, mais... Je me fais d'ailleurs la réflexion que quand j'étais petit, je pensais que les sables mouvants, ce serait un plus grand problème pour quand je serai adulte. Mais finalement, ça va, on est quand même pas souvent confrontés. Alors là, Ludo fait un truc malin, il tient le deuxième thermomètre hors de portée de mes espèces de pales. Manquerait plus que ça s'en mêle dedans. Après environ 5 minutes d'effort, on arrive enfin à voir un peu de liquide, donc je crois qu'on est bien. Je sais pas si vous aurez la ref, mais ça me rappelle les Weetabix qui ont un peu trop traîné.
Bon bah voilà, c'est homogène. Pour ceux qui ont vu la première vidéo, à l'époque j'avais pas du tout mélangé comme ça, j'avais juste un peu touillé. Franchement c'était la galère. Donc là, j'espère des meilleurs résultats. On place maintenant la grille supérieure et on plante le thermomètre au milieu de la mèche. Je te vois le mettre, je sais pas, mettre. Tourner un petit peu la pompe depuis là au-dessus pour qu'elle pose du liquide moins violent que... On pose du coup la circulation dessus et on ajuste un petit peu le débit avec la petite poignée rouge. Je coupe la pompe. Derrière. Merde, c'est pas grave. Derrière, me le tenir en haut. Puis finalement on se dit que pour que ce soit bien homogène, ce serait mieux que ce soit couvert. Donc on va essayer de faire une petite manip. Passe dedans, exact. Et là vous allez voir en live la partie la plus compliquée de ce brassin. Planter le thermomètre de nouveau une fois que j'ai plus accès à la grille. Bon, en parallèle, on va essayer de récupérer la lumière d'appoint que je viens de faire tomber. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un peu mieux éclairé que d'hab. Ah bah on met des moyens maintenant, hein. Ah ouais, c'est le... Je vois ce que c'est. C'est pas très grave. C'est pas Hollywood encore, mais on n'est pas loin, hein. Ah voilà, c'est bon. Bon, je vais bricoler ce truc. Alors, tu y es arrivé? Contrôle qualité de la réparation, on est pas mal. Bah, en gros, je le mets... Ça s'allume, ça s'éteint, on va pouvoir continuer. Moyen qu'il mette tout ce qu'il a en fait. Oui Ludo, ça marche bien là, oui. Petit contrôle du tube de recirculation, juste pour voir s'il y a quelque chose de bouché, mais ça a l'air nickel. Ça c'est pas ouf. Et puis nettoyage de la cuve de fermentation que je viens de recevoir et donc qui est neuve. Il s'agit d'un Bruzilla Allrounder. Et la raison pour laquelle j'ai acheté, simplement que ma nouvelle chambre de fermentation, elle est un petit peu moins haute. Et du coup, les autres Fermzilla y passent plus. Il y a d'ailleurs une vidéo sur comment faire une chambre de fermentation avec un vieux congélateur vertical qui arrive tout bientôt. Franchement, j'espère encore peut-être cette semaine, voire ce week-end. Ouais, bah je me mouille, hein. Ça fait quasiment un mois que j'ai pas sorti de vidéo, j'ai honte. Là, avant que je parte en vacances, faut vraiment que je vous livre 2-3 trucs. Bon bah tout se passe bien, la température est plus ou moins ok, on est à 65 degrés. Mais par contre... Petit contrôle du niveau, et là on voit que c'est pas ouf. Du coup, je réduis le débit de la pompe. Pendant ce temps-là, on prépare notre Allrounder tout neuf. Pas mal, hein. On prépare la petite échelle de lecture qui est quand même vraiment bien pratique. Bon, puis vu qu'on est deux adolescents, bah on regarde un petit peu Dragon Ball Z, quoi. Classique. On a commencé notre montée en température pour le mash-out, et là on voit clairement que l'eau coule par les deux petits trous sur les côtés. Juste pas que ça dépasse sur le dessus. On éteint immédiatement au cas où. Si j'éteins, Alors là, je me permets de faire une petite pause pour pointer du doigt une erreur manifeste. Dans ma première vidéo, je fais une théorie sur la raison pour laquelle le volume d'eau montait dans le panier. Et j'imaginais vaguement une relation avec l'eau des pâtes qui déborde. Mais j'ai maintenant compris que ce n'est pas vraiment ça. En réalité, c'est purement mécanique. Pour traverser le panier, l'eau qu'on ajoute par-dessus avec la pompe met plus de temps que celle qui est aspirée par le trou du bas. Du coup, évidemment que le niveau monte. Maintenant, parlons de l'erreur en particulier. Pour augmenter rapidement la température jusqu'au mash-out, je me suis dit qu'il fallait plus de recirculation, ce qui est pas faux. Mais, là où j'ai pas été malin, c'est que je me suis dit que ça n'était finalement pas grave qu'une partie du liquide se fasse la malle par les deux trous de côté si ça permettait de recirculer plus fort. Mais en vrai, c'est débile. Regardez, l'eau chauffe en bas et arrive à 75 degrés sur le dessus. Là, elle préfère passer par les trous sur les côtés et arrive de nouveau directement au niveau du corps de chauffe. La cuve et le thermomètre externe qui se retrouve au cœur de la mèche ne sont plus d'accord. Et qu'est-ce qui se passe quand la différence entre les deux thermomètres est trop grande? Bah, il décide de faire confiance à son thermomètre interne, celui vers le corps de chauffe, qui lui dit bah écoute, c'est tout bon, on est à 75 degrés, là, il n'y a plus besoin de chauffer. Donc, mon cœur de mèche ne chauffe pas, et pire, je fais recirculer du mou à 75 degrés sur les bords de la cuve, tout en ne récupérant aucun sucre dans la mèche. Et le tout en perdant du temps, hein. Ah non, mais c'est la totale. Donc, mon conseil, et ce sera celui de n'importe qui avec plus de 3 neurones, réduisez la pompe jusqu'à la limite de l'évacuation par les trous de côté. C'est finalement la seule manière de faire. Et si vous avez pas mal de grains, ajoutez l'écosse de riz pour que ça permette une meilleure filtration, évidemment. Ludo continue à faire des contrôles visuels, très important. 3 en bas, 70 en haut. Pendant ce temps, je finis de construire le couvercle du Allrounder, et vu qu'on a prévu un dry hop, je vais aussi mettre la valve papillon. Que je nettoie bien évidemment aussi. Un petit coup d'oxy dans le Allrounder, juste histoire de... Une
Une vidéo sur les nettoyants, les stérilisants et tout ça arrive, donc vous inquiétez pas, je ferai ça mieux la prochaine fois. Alors là, ouais. Ludo fait des pompes, c'est toujours important que le muscle soit galbé quand on brasse. Maintenant qu'il a dépassé ses limites physiques, on va voir s'il réussit à dépasser ses limites intellectuelles. Mais de ce côté-là, rien n'est gagné. Et là, c'est le drame. Il vient de m'envoyer 2,5 litres de nettoyant dans les chaussettes. Merci Ludo. Tout dans la godasse. Ouais, regardez le rigoler. Ma vengeance sera disproportionnée. C'est tout bon, on a fini notre mash-out, on va pouvoir passer au rinçage. On déconnecte tout, on enlève tout ce qu'on peut. Et on place le Brousilha sous le palan de garagiste que j'ai acheté. Est-ce que c'est pas un peu disproportionné? Oui, totalement. Bon, là je vous montre ma technique secrète pour ressortir la grille. J'utilise le thermomètre connecté. Ce qui est très probablement une idée de merde. Mais ça marche. C'est d'enlever le grain. On installe la barre pour pouvoir soulever le panier. Toi, tu vas pouvoir descendre le palon. Ok. Et c'est parti, on utilise les muscles que Ludo a préparés juste avant. Ah non mais tout a du sens, tout a du sens. Vu que j'ai enlevé la grille dessus, ça me permet de touiller un petit peu puis de faciliter l'écoulement. Je tiens à signaler quand même que sur Twitch l'autre jour, quelqu'un m'a fait la remarque pour me dire que c'était pas tellement la meilleure solution. Simplement parce que ça brisait le gâteau de filtrage, ce qui faisait que l'eau pouvait passer tout droit en fait à travers la grille, et puis que ça récupérait moins de sucre. Perso, j'ai jamais eu trop de soucis d'efficacité avec cette méthode, mais j'avoue que ça a du sens. Après, du coup, il y a que du sucre. Et vu que j'ai toujours pas de cuve pour l'eau de rinçage, je me sers toujours de mes Polsinelli, et puis je remplis des pichettes de litres que je lance par-dessus mon grain. C'est non seulement chiant, mais surtout un petit peu dangereux, mais bon. Donc là, rien de particulier, je balance mon eau de rinçage et je touille. Enfin, vu que Ludo a préparé ses muscles, c'est Ludo qui touille. Là, je t'ai dit, ça descend méga vite. Et là... Ah, vite, on est déjà à 5. Et vous vous rappelez tout à l'heure quand il m'a lancé du nettoyant dans les chaussettes, là? Bim, prends ça Ludo. Oh putain, excuse-moi. Vengeance tout à fait adaptée, si vous me demandez. Après ça, il a pas arrêté de chouiner, comme quoi je l'aurais ébouillanté. Mais bon, on sait tous que c'est faux. Bah oui, l'eau de rinçage ne doit jamais être à plus de 80 degrés. Ah, c'est logique. Bon, blague à part, je m'en suis voulu un moment. J'étais pas bien. Promis Ludo, plus jamais. Ouais, bah non, c'est bon, t'inquiète pas. Je te respecte. Qu'est-ce que tu voulais dire? Bon, bref. Bon, puis là, on voit bien que la cuve est déjà pleine à ras-bord, mais je continue à en rajouter, je sais pas trop pourquoi. Ah non, j'en ai un. Bref, j'ai beaucoup trop rincé, quoi. C'est une catastrophe, là. Tu vois? On va déjà virer le panier à grains, puis ensuite, je vais devoir en enlever un petit peu, je pense. Regardez, c'est un peu la tristesse de ce moment. Pour ceux qui se demandent comment je peux merder les quantités sur l'eau de rinçage comme ça, c'est vraiment juste dû au fait que j'utilise des Polsinelli. Et vu que le robinet des Polsinelli il est à 2 cm au-dessus du fond de la cuve, ben je sais jamais trop quand j'arrive au bout ou pas. Alors pour assurer le coup, j'en mets toujours un peu plus, mais ouais, c'est pas ouf. Bon là, on ferme le couvercle et puis on déplace la cuve pour qu'elle soit au-dessus de la grille d'évacuation d'air. Ouais, exactement. C'est pas idéal, mais on n'a pas trop le choix. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Il n'y a pas besoin de force herculéenne là tout de suite. Pendant ce temps, Ludo tente d'arrêter sa brûlure avec de l'eau froide. Ça devrait aller. Maintenant, j'enlève le couvercle parce qu'on sait tous que l'ébullition elle doit se faire à l'air libre. Pour ceux qui se demandent pourquoi, je ferai peut-être une vidéo sur le sujet, mais il s'agit des DMS. En attendant, je vous laisse googler. Bon, puis en parallèle, on va renettoyer le Fermzilla, vu que les 2 litres de nettoyant sont dans mes chaussettes. Le nettoyant fonctionne mieux à de l'eau qui est autour de 40 ou 50 degrés, donc on met de l'eau chaude. On ferme le tout. Et Ludo nous prouve une fois de plus qu'il avait bien fait de se chauffer. Petit rinçage à l'eau claire et froide. Pour le Fermzilla aussi, bien évidemment. Je sais qu'à l'époque, je me pose aussi cette question de est-ce que ça a du sens de rincer à l'eau quelque chose que je viens de désinfecter entre guillemets. Et chaque produit est différent, donc il faut vraiment lire la notice. Et franchement, l'eau froide, il n'y a aucun souci, hein, vous pouvez y aller, c'est tranquille. Après, évitez vraiment l'eau chaude parce qu'elle traîne dans des boilers à des températures où les bactéries se développent vraiment bien. On remonte le tout et on est fin prêt à faire le transfert. Je sais pas si vous avez vu, mais généralement je mets un petit coup d'alcool sur les joints en silicone, ça permet de les humidifier un petit peu, puis du coup c'est plus facile à installer. Tout en garantissant bien sûr que ce soit vraiment bien propre.
On en profite pour mettre les straps qu'on aurait dû mettre depuis le début si on n'avait pas voulu tout renverser. Qui se déplace et tout ça. Ouais, vous savez comment c'est, hein, les idées de génie, elles viennent toujours après. Tout qui est chiant si t'es un boss truc. Et on va passer gentiment au houblonnage. Non, pas celle-là. Il y a vraiment une balance de drogue. 10 grammes, point 8. C'est parti. Et je veux 10 grammes, point 8. 2 secondes. C'est vrai. Putain, ça m'énerve de... 13 grammes là. Ah bah non. Ouais, attends, je monte. Ta main. L'ébullition se passe pas mal, généralement je règle le Bruzilla entre 101 et 102 degrés. Bon bah là on voit vraiment toute la bière que j'ai perdue et qui continue à traverser en fait le panier. J'en prends un petit peu juste pour pouvoir goûter et puis bah pour la science quoi. Là je suis juste curieux, cette mesure elle veut rien dire évidemment parce que c'est de l'eau qui a récupéré très peu de sucre. Mais je veux juste checker. Bon puis on continue notre houblonnage tranquillou. Ouais là on voit bien qu'on est vraiment limite hein, en termes de quantité. Et comme je disais avant, généralement entre 101 et 102 degrés on est bien. Je décide de mettre le panier à grains directement dans l'évier parce que sinon ça va bientôt déborder. Ah là là, mais quelle tristesse. Quelle tristesse. Ludo, toujours en mode contrôle visuel. Pendant ce temps, je prépare un petit saut avec du nettoyant parce qu'on va nettoyer le tube de transfert et puis un ou deux trucs. D'abord, on va nettoyer et désinfecter la pile de Kegland. C'est juste un densimètre connecté qui permet de donner une idée de où en est la fermentation. Et en parallèle, je vais désinfecter le tuyau qui va servir au transfert. Vas-y. Bon, maintenant que le Fermzilla est propre, je vais déjà le placer là où il devra rester après, c'est-à-dire dans le Ferminator. Je rince le pile et je le place déjà à l'intérieur. Là, j'essaie de crocher un truc un peu en équilibre, mais vous savez tous qu'il faudrait pas faire ce genre de choses. Mais bon, bref, là, ça a marché en tout cas. Je prépare maintenant gentiment le serpentin de refroidissement, donc je le rince un petit coup, il est déjà propre. Et puis j'essaie de l'insérer très doucement pour pas faire déborder la cuve. Vu la température, il va se désinfecter tout seul pendant les 10 minutes qu'il va rester là-dedans. Ah, on est vraiment à la limite comme j'aime. Bon, puis il fait soif quoi. Je prépare les tuyaux qui vont permettre de refroidir le serpentin. On a fini quoi. Un tuyau, une pince, on connaît le truc. Alors, un tuyau, une pince. C'est un peu On connecte exact tout avec ça. d'ailleurs, hein. Non. Elle descend plus bas. C'est pas très grave. Dommage, ouais, c'est pas très grave. C'est balance. Je vais la faire manquer, mais voilà, C'est exactement. Ouais. Écoute, il y en aura d'autres. On ajoute les derniers houblons. Et là, on est en upstand et du coup, on va profiter de tout faire tourner un petit peu pour que l'aromatique se diffuse bien partout dans la cuve. Pour les plus observateurs d'entre vous, vous aurez noté qu'on est à 75 degrés, ce qui est un tout petit peu bas, on devrait être à 80. Mais l'inertie du serpentin de refroidissement nous a joué un petit tour. nickel. Là, le but, c'est de tout remélanger un bon coup. Ouais. Il faut pas trop incorporer d'air en fait, parce qu'il existe un phénomène qui s'appelle On récupère le tuyau de transfert qui doit maintenant être propre. On le rince. Et là, je me rends compte que j'ai oublié de désinfecter l'intérieur du robinet. Donc je fais passer un petit peu de bière très chaude à travers le robinet. C'est pas idéal parce qu'elle devrait être à 100 degrés normalement, mais là elle est plus qu'à 75. Mais bon, c'est mieux que rien. Puis bon, la bière elle va être bue dans un mois sur l'ensemble d'un week-end, donc autant dire que c'est pas si grave. Bon, maintenant on est quasiment prêt pour le transfert. Je me sers encore de la perceuse pour faire tourner le liquide autour du serpentin de refroidissement. Ça accélère vachement le processus. Mais la pompe de recirculation fait déjà pas mal le taf. Début du transfert. Et tu peux balancer les levures. Et on est parti, on peut balancer les levures, on est à peu près à 40 degrés, mais c'est de la Gvaik, et puis le reste va se refroidir au fur et à mesure. Donc on sera de toute façon autour de 33 à la fin. On prend l'échantillon bien évidemment. Oups, le joli pantalon à Ludo. Puis on continue le transfert, tout se passe bien. Bon bah spoiler, on est bien, même si c'est un petit peu moins fort que ce que j'avais prévu. La faute sûrement au rinçage d'ailleurs. Et puis voilà, on arrive au bout du Bruzilla. Plus qu'à fermer la cuve de fermentation, et puis on est bon. Plus rien n'a d'importance. Maintenant, Dans les choses. on ferme tout ça. Hop.
Maintenant on fait une petite partie de Duplo pour fermer le tout. Moins de temps. Installation de la spanding valve. Exactement. Et là je me sers d'une bonbonne de CO2 pour mettre le fermenteur sous pression et régler ma spanding valve pour qu'elle tienne 25 PSI. Désolé pour le cadrage. Tu t'apprends bien, hein, franchement, tu comprends, regarde. Et maintenant, on met On referme le tout et je crois qu'on a terminé. du Lego. Finalement on décide de déplacer un petit peu le sarcophage pour le mettre dans un coin, ça sera plus pratique. Ah, on met Plus qu'à le brancher et l'allumer et on met le tout à 35 degrés pendant 3 jours. Bon puis c'est pas tout ça mais il fait soif. Ah, la bière de récompense de la fin de journée de brassage. Ça, c'est vraiment la meilleure. Santé Ludo, merci pour ton aide et tes muscles. Et désolé pour la petite brûlure. Hein. Bon, puis comme toujours, il faut goûter le mou quand même. Voilà. Donc là, vous avez vu ce que nous on a fait. On peut dire que ça s'est plus ou moins bien passé, mais c'est quoi les conseils de véritables experts? Donc salut les gars, merci de m'aider un petit peu à me dépatouiller avec ce Bruzilla. Donc ma première question, ça serait quoi d'après vous les 3 points auxquels il faut faire super attention quand on utilise un Bruzilla? Le premier point, c'est même pas qu'un Bruzilla en fait, c'est toutes les cuvolines. Il faut bien chauffer ton eau. C'est-à-dire que alors nous on utilise Brewphaser, quand tu vas mettre du grain froid dans de l'eau chaude, donc la température elle va descendre. Et donc en fait si ton eau tu la surchauffes pas un peu par rapport à ta température d'empâtage cible, et ben en fait tu vas passer 1 heure à essayer de remonter vers la température que tu voulais. Sachant que ça dépend un peu en fait du style aussi de bière que tu vas brasser quoi. En fonction soit de la quantité de malt ou de la dernière fois on a eu le souci, on a fait une IPA avec pas mal de flocons d'avoine et tout ça. Et en fait c'est vrai qu'on a passé quand même beaucoup plus de temps à remuer vachement et donc l'eau je pense qu'on l'avait peut-être pas chauffé assez donc on était redescendu assez bas au final en température avant de lancer l'empâtage quoi. Ça c'est le 2. Le 2, c'est qu'il faut bien remuer. Ouais. Oui, mais c'est justement si tu remues trop, ouais, voilà. Il faut coordonner les deux quoi. C'est si tu sens que tu vas faire soit une double avec plein de malt et ou alors une IPA, un truc qui est trop pâteux et compagnie, c'est que tu sais que tu vas passer pas mal de temps à remuer bien, tu te retrouves avec une température qui va descendre plus vite. Nous, bien remuer, c'est bien 10 minutes, peut-être même 15 minutes. Bon, on a la 65 litres avec le boil extender qui se fait sur les 80 litres, mais bien remuer, ouais, c'est 10 minutes quoi. C'est pas juste je tourne vite fait. Et du coup, quand t'as une grosse cuve, il faut un fourquet adapté. Surtout qu'on se rend compte maintenant qu'on a avec le thermomètre plante au-dessus. En fait, on voit que quand on remue, quand on va bien et qu'on essaie de bien aller remuer, de remonter ce qui est au fond pour le mettre dessus, la température ça influe vachement quand même quoi. D'accord. Donc, Vous utilisez la petite grille qu'on met sur le dessus ou pas? Oui. Ok, mais c'est-à-dire que vous remuez tout avant, une fois que vous mettez la grille après, il n'y a plus de remuage. Non, c'est ça. Ok. Recirculation. Et donc après, donc remue, on met. Et le 3, c'est 1, 2, 3, attends, je l'avais mais j'ai oublié. C'est la chauffe. En fait, enfin non, il y en a 4. Des watts. Et à la chauffe, en fait, il faut y aller mollo sur les watts, quoi. Moi, c'est quelque chose que je vois beaucoup sur les forums et les gens qui nous contactent. En fait, il faut chauffer le plus doucement possible. Pourquoi? Parce que sinon, en fait, on crée des pics. Et en fait, les pics qu'on crée en bas, ils vont se répercuter en haut. Et donc, en fait, on est tout le temps en train de yo-yoter et on n'y arrive pas. C'est pour ça, si tu as une bonne température au démarrage, ensuite, il faut baisser le wattage. Et vraiment au minimum. Nous, des fois, on est à 15%. Ouais, 500 watts, je crois. Ouais, 500 watts, ouais. En hiver, on monte un peu plus, tu vois, mais on est jamais, au maximum, on n'est jamais au-dessus de 100-900 watts. Essayez d'avoir une chauffe douce pour avoir le flux qui recircule, qui a une température qui reste constante du coup, parce qu'en fait, quand tu chauffes trop, après, donc ta température monte, ton élément chauffant s'arrête, et donc en fait, on entend le relais. Ça fait clac-clac tout le temps, et donc en fait, qu'est-ce qui recircule? De l'eau très chauffée, pas beaucoup chauffée, et donc tout ça, ça crée quelque chose de pas très stable en termes de température. Je crois que ma première utilisation, j'avais pas brassé, enfin j'avais pas bien touillé au début, et puis j'avais le corps de chauffe à 100%. Ouais. Et c'était une Ça catastrophe. c'est trop quoi. Ça chauffe d'un coup à fond en bas. Ouais, mais alors pour ma défense, je trouve que Keglen fait pas un boulot de fou à mettre l'accent là-dessus. Dans le sens où j'ai lu le manuel, et dans le manuel ça parle jamais de tout ça. Ouais. Après, Il y a des une vidéos vidéo, où on montre il y en a exactement. Ouais. Il y en a qu'une. Mais il qu'une n'y a qui pas est de sortie lien d'avant, entre le matériel qu'on achète et cette vidéo. C'est genre qu'il faut aller la fouiller. Et je pense qu'il faut Ouais. d'abord merder le premier brassin
pour ensuite se dire c'est pas possible, puis ensuite trouver peut-être la vidéo. En sachant que nous, pour arriver à cette conclusion, quand même, on y a passé un petit moment, et surtout, alors, et je pense que ce qui nous a aidé à capter un peu ce qui se passait, c'est le fait qu'on ait le thermomètre juste en haut aussi. Ouais. Parce que sinon, Ah ouais. au début, en fait, ça recircule, t'as une température, c'est celle d'en bas, elle est à peu près stable, c'est bon. Tout va bien. Et sauf qu'en fait, on s'était rendu, et quand on avait rajouté le thermomètre Bluetooth, là, en fait, on s'était rendu compte que, au final, on n'était pas bon du tout, quoi. Et tout ça, c'est parce que, justement, c'est là où on a commencé à baisser, machin, à augmenter doucement la température. Et c'est qu'on a fait un peu de façon empirique tout ça, quoi. D'ailleurs, en rigolant, on se disait entre nous, on s'est créé des problèmes, quoi. C'est qu'en fait, avant, on avait une cuve avec juste une sonde en bas, on avait nos réglages. La sonde en bas, la température, elle était nickel. On était les meilleurs du monde. Sur les cuvolines. Et on a fait exactement la même chose sur une autre cuve d'une autre marque, mais c'est le même principe, des éléments chauffants, une pompe. On était toujours les meilleurs, et le jour où on a rajouté la sonde en haut, on s'est aperçu qu'on n'était pas du tout, en fait. Ouais. Mais la bière était quand même bonne. Oui, mais la bière est tout le temps bonne. C'est ça le problème, je trouve qu'il y a tellement une... Enfin, on a l'impression qu'il faut être méga précis pour faire une bonne bière, et en même temps, moi je me rends compte maintenant que j'ai plus de précision dans la manière dont j'utilise les outils, que mes bières elles étaient aussi très bonnes alors que je faisais n'importe quoi. En fait, c'est un peu frustrant. Mais nous, alors à nous, le truc par exemple, pour les NEIPA, on s'était toujours dit, tiens, c'est marrant, on chauffe à 68-69 degrés et elles sont quand même assez sèches. Pour une NEIPA, c'est assez sec, quoi. Et en fait, je pense que c'est parce que en bas, on était à 68-69 et en haut, on était à 64, quoi, ou 63. Enfin, Et en fait, voilà. On finissait l'empâtage à 65. Et la bière était quand même très bonne, mais c'est vrai qu'on n'avait pas cette espèce de rondeur. Ouais, c'est ça, ouais. Et t'as le côté aussi de reproduire la même bière. C'est quand même le... Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, si ta bière, elle est... Alors déjà, il y a bonne et très bonne. C'est pas tout à fait la même chose. Nous, on fait très souvent des bières bonnes, mais les très bonnes, on est un peu plus difficile que ça. Et après, voilà, d'arriver à reproduire, c'est sûr qu'en soi, le plus important, c'est qu'elle soit pas infectée, quoi. Si elle est pas infectée, elle est buvable. Et à partir de là, c'est de s'améliorer toujours. Nous, on a un côté geek aussi, on aime bien la data, on surjoue peut-être un peu le truc, mais bon, c'est notre manière d'essayer de faire les choses, quoi. Comment est-ce qu'on peut faire pour chauffer sans que ça déborde? Quand on veut passer, par exemple, on a fini l'empâtage de base et puis on va aller au mash out. Comment on fait pour atteindre ce degré-là sans que ça déborde? Parce que moi, c'est le problème que j'ai typiquement. Et du coup, j'augmente la température, le wattage pour qu'on commence à chauffer, mais j'ai tout... Enfin, ça monte, ouais. Tout qui monte, quoi. Bah, faut baisser la pompe. Et juste ça suffit. Il faut baisser la pompe. Après, il faut faire gaffe. Sur ton... En fait, dans le Bruzilla, tu as, si tu utilises la sonde, il y a deux paramètres, en fait. Il y a la différence que tu autorises de température entre la sonde du haut et la sonde du bas. Et puis l'autre paramètre, c'est à combien tu déclenches. C'est à combien de la cible tu déclenches la chauffe. Ouais. Il faut quand même faire gaffe. Il faut bien avoir conscience que quand tu fais ton mash out, tu vas monter la puissance, parce que tu vas vouloir monter en température. Et il faut quand même bien régler pour que... Parce que si tu lui dis, moi, la cible, c'est 75, mais je lui autorise d'avoir 10 degrés d'écart entre le bas et le haut, ça veut dire qu'en bas, il va chauffer ton mot à 85. Et là, c'est trop, ça va pas. Ouais. Ça reste en dessous de 80. Donc, c'est plutôt à ça qu'il faut faire gaffe. Et c'est plutôt à ça, moi, qu'il faut qu'on regarde un peu. Le problème, mais c'est que t'as un problème de circulation de base. Nous, ça nous est déjà arrivé sur la dernière NEIPA. On a l'eau qui stagnait en haut. Il faut mettre un maximum d'eau. Si tu mets des fous, donc maximum d'eau, il faut qu'elle soit remplie. C'est ton eau de rinçage qui va adapter le volume final, mais le volume d'empâtage, il faut que ce soit plein. Et après, si tu utilises des flocons ou des trucs un peu comme ça, il faut mettre du riz, quoi. Des causeries, ouais. Pour que ça circule. Et baisser la recirculation. Alors, nous, le meilleur résultat qu'on a eu, on avait tout à fond en recirculation, tout ouvert, tout à fond. Et la température, elle était parfaite, vraiment parfaite. Ah, mais typique, c'était sur une IPA qui était pas trop forte, qui devait être à 5,5 ou un truc comme ça. On avait fait une bière, une IPA pas trop forte, et je pense, je sais plus laquelle c'était, mais ouais, donc il y avait moins de mal, voilà, ça recirculait. Une mèche qui était très très fluide, et du coup, recirculation au taquet, et du coup, température, le truc, on n'avait pas bougé, quoi. Ok, dernière question, c'est quoi l'accessoire absolu qu'il faut avoir pour un Bruzilla, typiquement? On a fait le top 10 des meilleurs upgrades. Justement, lequel pour vous, vous dites, ok, s'il faut réinvestir dans une pièce, ça va être celle-là. Bon, pour moi, c'est la sonde. Enfin... Ouais, c'est pareil, le néoprène, c'est quand même... Ouais.
néoprène, le Le néoprène, t'auras pas un changement de ouf sur ta bière, quoi. Mais par contre, en porte de chauffe et tout, c'est quand même plus. Moi j'aime bien la sonde parce que je trouve que ce système avec 2 sondes en soi, il justifie à lui seul le fait de prendre un Bruzilla par rapport à une autre queue Olin classique. Parce que ça permet de mieux voir ce que tu fais vraiment. Maintenant, tu prends un Bruzilla, tu le sors du carton, le premier truc à acheter, si t'as un 65 litres, c'est un refroidisseur à contre-courant. Parce que sinon, avec le Serpentin, tu vas y passer. C'est que typique si t'es pas équipé. Ah oui, non, mais c'est clair. Ouais, c'est quand même le refroidisseur. Ah oui. C'est un peu le premier truc qu'on avait fait. On l'avait déjà, tu me diras. On l'avait déjà. Mais pour les 65 litres, le Serpentin, c'est juste. Je dirais dans l'ordre refroidisseur, veste néoprène et le thermomètre en haut. Oui, parce que le thermomètre, quand on n'avait pas le thermomètre, on arrivait à faire quand même des bières qui marchaient. Du coup, mais bon, ça a révélé d'autres soucis, quoi. Ouais. Mais effectivement, je pense que, si on avait, en plus là, nous, on a avec le boil extender, si on devait refroidir au Serpentin, tu passes un temps fou et le refroidisseur. Je sais pas combien de litres d'eau. Tu upgrades pas le Bruzilla, tu upgrades. C'est plus la brasserie. C'est un peu border. Ouais. Ok, super, merci pour les réponses les gars, c'est cool. Je vous conseille clairement de prendre leur avis pour argent comptant. Ils m'ont montré des graphes d'empattage qui me font tout simplement rêver, avec 0,1 degré de différence entre le haut du panier et le corps de chauffe. C'est vraiment un truc de fou. Moi si je suis à 2 degrés de différence, je suis déjà content. Hein. Voilà, sinon j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous faire une idée de comment on utilise un Bruzilla. À partir de là, je pense qu'on peut gentiment clôturer le sujet. Je vais continuer à brasser avec ces machines évidemment, mais on va peut-être moins se focaliser sur comment ça marche. J'aimerais encore donner un dernier conseil, si vous voulez faire une bière à plus de 6 ou 7% d'alcool, acceptez de réduire un peu la quantité du brassin pour autoriser un petit peu plus de marge de manœuvre sur la recirculation. Parce qu'avec beaucoup de grains, c'est compliqué pour faire recirculer le mou. Ou alors il y a toujours les cosses de riz, ça peut toujours aider. J'espère que mon apprentissage sur ce genre d'outils vous aurait été utile. J'aurais sûrement pu faire mieux en regardant 2-3 tutos et en lisant la doc, mais que voulez-vous, je suis de ceux qui apprennent de la manière dure. Merci à Ludo pour sa participation et encore désolé pour sa double greffe des mains. Ça, c'est un peu les dangers du brassage, hein. Qui ne s'est jamais brûlé? Si vous voulez papoter entre brasseurs amateurs, vous êtes les bienvenus sur le Discord, où on est actuellement plus de 200. Je suis aussi aléatoirement actif sur les autres réseaux sociaux, Facebook, Insta et maintenant TikTok, où je cumule actuellement 0 vues, ce qui est un exploit en soi, vu le nombre de personnes qu'il y a sur la plateforme. Je fais aussi quelques lives sur Twitch, où je prends le temps de brasser, ou alors de gamer sur des jeux liés à la bière. Bref, n'hésitez pas à me rejoindre là-dessus aussi. Puis pour annoncer les lives, ça sera sûrement sur Insta ou Facebook. Merci encore aux gars de la BNB d'avoir participé et d'avoir donné leur avis. Franchement, c'est probablement la meilleure chose à retenir de la vidéo. Bon bah voilà, j'arrête de vous embêter. Et puis à plus pour une prochaine vidéo. Voilà!